On va parler tout simplement de l'affaire de Wanak. Wanak, je sais pas, mon anglais oral n'est pas des meilleurs. Wanaké qui se situe dans le New Jersey, aux États-Unis. Voilà. C'est pas une très grosse ville, hein. Alors l'affaire se déroule dans les années 60. Un ovni terrifie une petite ville du New Jersey. Par une nuit d'hiver claire et froide, toute une communauté, donc la ville évidemment, ou le petit village, je sais pas, bon, peu importe, a été infiltrée, vous allez voir, et éclairée par des rayons qui ont tiré vers le bas à partir d'un objet brillant et mystérieux. Donc en l'occurrence, un ovni tout simplement. Mais au fil des décennies, l'événement semble s'être estompé pour des raisons qui restent vraiment très obscures. Alors, il y a ceux qui en sont sans aucun doute très heureux, ça je n'en doute pas. Mais un examen plus approfondi de l'événement aujourd'hui révèle qu'il s'agit de l'observation de masse la plus crédible et la plus exceptionnelle d'un ovni dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas été rapportés ou qui ont été rapportés plus récemment, je ne sais pas, j'y suis pas encore. Euh, pourquoi cette affaire rassemble beaucoup de personnes, enfin de personnes qui ont observé ce phénomène? Euh, Vous allez voir que c'est vraiment spectaculaire cette affaire. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes, une partie, enfin du moins, qui ont observé ce phénomène, sont des individus hautement crédibles. Et ceux-ci même ont rapporté cette observation, qui est assez stupéfiante. Le plus important encore, c'est l'événement qui apparemment a été photographié par les personnes, même les personnes les plus effrayées d'ailleurs, hein. Des images extrêmement rares. Bon, aujourd'hui peut-être qu'elles sont moins rares. Ça dépend, parce que bon, moi je me fie à des documents que j'ai récupérés, j'ai fait un travail de recherche, donc vous allez voir on peut retomber sur des affaires dans l'avenir plus ou moins déjà vues, mais je vais essayer de les approfondir un petit peu plus. Donc les images ont été récupérées, mm, très peu, mais de qualité quand même pour l'époque assez exceptionnelle, parce que je rappelle que c'est quand même au milieu des années 60, hein. Donc on n'était pas avec nos smartphones à cette époque-là, hein, ni nos numériques d'ailleurs. Alors en creusant plus profondément, l'auteur, qui cite, a trouvé des documents indiquant que le gouvernement américain, qui était préoccupé par des militaires imposteurs qui s'étaient infiltrés dans la communauté pour supprimer ou dissuader de rapporter quoi que ce soit sur cet incident. Alors déjà, on se situe dans un niveau où on se dit, bon, là, il y a incursion de militaires, de faux militaires, bon, où se dirige-t-on? Vous allez voir, on va de surprise en surprise. Peut-être pour une raison pour laquelle la plus grande observation de masse n'est pas si bien connue justement des masses, ou même de beaucoup de la communauté de la recherche sur les ovnis. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même très important. Cette observation est vraiment très très importante. Enfin, l'auteur nous dit également avoir localisé et contacté un témoin original de l'événement. Il confirme qu'à la retraite, alors il confirme, oui, à la retraite, à contre-cœur, que l'objet qu'il a vu se souvient bien. Il s'en souvient absolument très très bien même 45 ans plus tard. Et vraiment, là, il nous dit, ce n'était pas de la Terre. Alors, évidemment, on peut toujours prendre, quand on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, on connaît le système, surtout au niveau du ciel. Bon, il y a beaucoup de certitudes, beaucoup d'incertitudes. Chaque personne, voilà, voit ce qu'il a envie de voir ou par rapport à justement son expérience de vie. Mais bon, là, dans ce cas-là, vous allez voir que c'est quand même flagrant. Alors, Stovnik a terrifié toute une ville. Le 11 janvier 1966, à Wanaké, New Jersey, situé dans le comté de Passaic, bon, je ne sais pas comment on le dit exactement, mais c'est pas très très grave, un événement étrange et inquiétant a commencé à se dérouler dans cette ville de moins de 10 000 habitants. Il y a quand même moins de 10 000, mais il y a quand même presque 10 000 habitants. C'est pas non plus un petit village. La plupart des activités se sont concentrées sur le barrage de Wanaké et les principales ressources en eau et de la communauté. L'événement a duré environ 2 heures et demie, c'est-à-dire de 18h20 à 20h58. C'est énorme,
puisqu'aujourd'hui, en 2022, la plupart des faits qu'on va rapporter par des observations, des rapports ou autres, ne durent en fait que quelques secondes. Bon, certes, il y a une très très grosse évolution par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui et ce qu'on observait dans le passé, mais surtout dans la durée, hein. La durée est vraiment, bon, il y a des durées, il y a quelques durées, hein, il y a des durées assez importantes, mais très 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 peu par rapport aux années 60, 50, enfin bon. Voilà, ça c'était juste pour compléter un petit peu le dossier. Donc, 18h20, 20h58. Ça a été vu par des dizaines de personnes. La police donc a été inondée de rapports entrant sur l'objet aérien dans un rayon de 20 000. Alors 20 000, je ne sais plus combien ça fait de kilomètres, mais ça fait beaucoup. Cet ovni a été signalé comme de couleurs très blanches mais changeantes, occasionnellement, y compris le rouge, le bleu et le vert. Alors évidemment, c'est des couleurs qu'on retrouve sur des avions de ligne aujourd'hui. En 1960, bon, les avions de ligne n'avaient pas autant qu'en 2022, bien évidemment. Alors, excessivement lumineux et brillant, mais sans scintillement ni scintillement. Vous voyez, il faut bien insister, hein. Beaucoup plus grande que n'importe quelle étoile. Donc ça, c'est le rapport qu'on a par rapport à ce que, enfin par rapport euh, le visu qu'on a en tant que personne physique par rapport au ciel. Vous voyez, on voit à peu près, bon, il y a un système de mesure qui est assez simple, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Beaucoup plus grande et que n'importe quelle étoile, semblant parfois assumer une structure floue en forme d'œuf, irrégulière. Décrit par un témoin comme peut-être la taille d'environ 10 étoiles brillantes regroupées. Donc alors on peut se dire, mais alors l'objet était très très près, ou alors il était énorme. Et vous allez voir que le déroulement va nous le préciser quand même plus ou moins. Alors, on nous dit aussi, sur les vastes eaux gelées et semi-gelées, apparemment, selon un motif délibéré, décrit par certains comme un motif circulaire et parfois en manœuvrant d'un côté à l'autre de haut en bas. Donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans tous les rapports qu'on a au niveau PAN, enfin au niveau OVNI. Voilà, des changements de trajectoire très irréguliers et spontanés, hein, voilà, qui sont absolument non faisables avec notre technologie d'aujourd'hui, du moins technologie connue. Voler aussi bas que 250 pieds, au-dessus jusqu'à 10 000 pieds au-dessus des témoins. Donc vous voyez déjà, c'est en dessous, c'est bon, voilà, on voit les irrégularités au niveau du vol et ça commence à se préciser. Se déplaçant à des vitesses modérées à rapides, dans un silence complet, sans bruit de moteur. Ça, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, on a des rapports d'observation sans aucun bruit de moteur, sans aucun dégagement de vapeur, de fumée. Voilà, bon, voilà. Ça, c'est aujourd'hui, c'est toujours récurrent. Et occasionnellement, en vol stationnaire ou flottant pendant des périodes de temps. Alors, période de temps longue, courte, voilà. C'est toujours très particulier quand on observe ce genre de choses, puisque on est toujours plus ou moins stupéfait de ce qu'on voit. Et voilà. L'estimation du temps est toujours un petit peu, on va dire, un petit peu floutée par l'observation. Mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, zoom hors de vue et à une vitesse extrême après un arpentage de la zone. Donc déjà là, on voit qu'on a un objet qui nous amène à avoir des vitesses, des trajectoires irrégulières et des déplacements extrêmement rapides d'une zone à une autre. Bon, voilà, là on est, à partir de ce moment-là, on sait très bien qu'on n'a pas affaire à un objet de l'époque actuelle qui est 1960. Mais de loin, les caractéristiques les plus étonnantes et la plus importante rapportée à propos de l'OVNI, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Pendant la durée de l'observation, l'objet projetait périodiquement de grands faisceaux de lumière à partir de hublot vers la glace près du barrage de Wanake et du réservoir de la ville et des installations de ressources en eau. Alors là, on peut se poser toujours l'hypothèse, ouvrir l'hypothèse de est-ce que ces objets sont venus pour justement telle ressource. Là, en l'occurrence, on voit qu'ils sont sur le barrage de Wanake, donc il y a de l'eau. Enfin là, il y a de la glace près du barrage, donc de l'eau.
et le réservoir de la ville. Donc c'est aussi de l'eau. Donc on est aussi sur une ressource. Donc ça pose toujours des questions, hein. Les rayons créaient alors des trous dans la glace, comme s'ils traversaient le gel l'hiver avec une précision et facilité. Voilà, donc là, sur ce fait, on a, à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, on a beaucoup de rapports plus ou moins sortants, d'autres moins connus et d'autres absolument pas connus, mais qui font aujourd'hui rapport d'objets, ce qu'on appelle OANI, hein, des objets qui se déplacent sous l'eau, sortant par exemple au niveau de l'Antarctique, sortant de la glace à des vitesses folles, tout simplement en créant, en découpant la glace, comme si c'était tout simplement un morceau de beurre, vous voyez. Donc là, c'est un peu le même cas, hein. Donc du coup, j'ai perdu le fil. Voilà. Alors, les rayons créent donc des trous dans la glace, comme s'ils traversaient le gel, avec précision et facilité. Comme une simple lumière pourrait faire cela, à moins qu'il s'agisse d'un laser ou d'une technologie énergétique inconnue. Là, c'est certain qu'on est sur une technologie inconnue, même en 1960, hein. Alors, l'étrange capacité de l'OVNI a aspiré les cimes des arbres et a provoqué une élévation du niveau d'eau du réservoir. Ce qui pourrait nous faire penser que, justement, où il y a aspiration de l'eau, où il y a réchauffement, on va dire, peut-être qu'il réchauffe l'eau pour la faire bouillir et justement faciliter l'extraction, la vapeur, bon, peu importe, mais il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Alors, qui a vu tout cela aujourd'hui? Enfin, en 1960. Des dizaines, et justement des dizaines de personnes de la ville ont déclaré avoir vu des parties de l'événement ou l'épisode en entier. Ces personnes comprenaient le maire, plusieurs conseillers municipaux, de nombreux membres des forces de l'ordre, la police, du réservoir, et même une religieuse catholique de haut rang. Alors, c'est ce que je vous disais dès le début de cette vidéo, on a affaire à des personnes crédibles. Bon, malheureusement, aujourd'hui, à l'époque comme aujourd'hui, c'est très difficile. Plus on est crédible au niveau du statut social, plus c'est facile de se faire entendre. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, l'auteur a passé en revue un petit peu la littérature historique disponible sur l'observation. On va passer. Alors, les personnes, justement, la liste des témoins clés. Voilà, ça c'est le plus important. Alors, on a le maire Harry T. Wolf et son fils Billy, le conseiller Warren Armstrong, Arthur Barton, John Shuttle, les administrateurs de la défense civile, Bentley, hein, le chef de la police, l'officier George Dykman, le patrouilleur Joe Cisco, le sergent Body Police, le sergent Ben Thompson et David Cisco, les patrouilleurs Edward Nestor et Jack Wardom, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, la police et personnel du réservoir George Destito, Charles Theodora, Fred Stein, le maire supérieur d'un couvent local. Donc là, on a affaire à des personnes crédibles. Alors, crédibles, pas crédibles, bon, on va dire que socialement, ils sont plus crédibles que d'autres personnes, évidemment. Parmi les autres témoins cités dans la presse, à l'époque, figurent deux adolescents, Sloyd et Melgry, et John Giamocco, je pense que c'est comme ça aussi qu'on le dit, étudiant au Network College, euh, ainsi que de certaines des épouses et des enfants des personnes énumérées ci-dessus. Donc vous voyez, on a quand même du beau monde, plus, on va dire, plus ou moins la famille aussi. Donc ça commence à faire beaucoup de monde qui a observé tout ça, hein. Il a été rapporté qu'à la fin de la nuit, le département de la police avait reçu des dizaines de rapports d'appels téléphoniques de l'objet de différents endroits et points de vue de la zone environnante. Donc vous voyez déjà, on a quand même, on commence à avoir une corrélation par rapport aux témoins. Et peut-être qu'ils n'ont pas fait dans l'immédiat, mais on va avoir sûrement une trame de déplacement justement de cet engin. Bien sûr, tout le monde n'a pas vu tous les aspects les plus spectaculaires de l'incident. Certaines signalant que des anomalies moins impressionnantes selon les moments où ils sont arrivés ou d'où ils l'ont regardé, bien évidemment, parce que le point de vue, c'est important aussi. Voilà, si vous avez un objet qui est situé à 3 km de vous, ça sera moins facile que si vous l'avez à 200 ou 300 mètres, hein. L'observation et voilà, le compte rendu que vous pouvez en faire sera complètement différent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit justement ces personnes? Alors, les principales citations sur l'événement que j'ai, moi, pu trouver en parcourant, éliminant
et en éliminant les rapports des journaux dans les jours qui ont suivi les mains inclus. Le maire Wolf qui caractériserait le tout en disant que le phénomène était terriblement étrange. L'officier George Dickman dit « Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie ». Bon. L'employé du réservoir, Fred Stein, a déclaré « Un éclair de lumière est tombé comme s'il était attiré par l'eau, comme un faisceau émis par un portail. » Alors ça c'est important de le dire, un éclair de lumière est tombé comme s'il était attiré par l'eau, comme un faisceau émis par un portail. Alors on peut peut-être dire que le portail c'est tout simplement l'OVNI, voilà. Et un éclair de lumière qui est tombé, c'est voilà, c'est ce faisceau de, on va dire laser ou autre, je ne sais pas ce que ça peut être, peu importe, ce faisceau qui est descendu de l'OVNI, du portail cité par justement l'employé, viendrait frapper directement l'eau, voilà tout simplement. Bon, mais vous voyez déjà, chaque personne le place et le raconte à sa manière. Hein. Alors, il y a aussi le conseiller municipal Warren Hagstrom dit « Nous avons eu la chair de poule partout quand nous avons vu où se trouvait le trou. » Alors là il faut attendre la suite pour comprendre. Le patrouilleur Joe Cisco enregistre la radio de la police. Quelque chose a atterri devant le barrage. Quelque chose brûle, un trou dans la glace. Quelque chose avec une lumière vive dessus qui monte et qui descend. Donc là, on comprend bien que de toute manière, cet objet est là pour extraire de la glace, donc de l'eau, ou alors pour autre chose. L'OVNI qui a terrifié la ville. A-t-il été photographié? Mais oui, il a été photographié. Alors, la photographie extraordinaire et rare qui a été présentée, je vous la mets de suite là, elle semble émettre un faisceau vers le bas de lumière structurée. C'est ce que disait l'employé du réservoir Fred Stein, qui déclarait « Un éclair de lumière est tombé comme s'il était attiré par l'eau, comme un faisceau émis par un portail ». Là, on retrouve un petit peu, on va dire, la construction de l'image, en fait. Hein, vous voyez, vous voyez l'image et on est à peu près sur cette base. Le faisceau est large, dense et conçu comme le montre son extrême angularité. Vous pouvez voir un agrandissement de la photo OVNI, faisceau non amélioré. Il faut bien comprendre que la photo que vous voyez là, c'est la photo d'origine. Hein. On dit que le faisceau lumineux était énergétique. Alors c'est vrai qu'il serait difficile de penser que ça soit autre chose. Ouais, voilà, je ne vois pas apparaître énergétique, je ne vois pas de quelle manière il aurait pu être construit. Et pouvait percer ou bouler la glace, ça c'est certain, ça a été rapporté. D'autres ont vu la réflexion du faisceau sur la glace et seulement qu'il avait un impact d'une manière ou d'une autre sur sa surface. Aucun de ceux qui ont photographié l'OVNI et les faisceaux de Wanake n'ont souhaité que leur nom ne soit publiquement identifié. Alors déjà, bon, voilà, l'affaire commence à se compliquer un petit peu. Alors, plus de 45 ans après l'événement original, l'auteur, cite encore, a localisé un témoin original de Wanake trouvé, mentionné dans les premiers rapports publiés. Donc les premiers rapports publiés suite à l'apparition de l'OVNI. Le témoin qui préfère évidemment être identifié publiquement a répondu que bien qu'il n'en soit pas sûr à 100%, les photos semblent très similaires à ce qu'il a vu il y a de nombreuses années lorsqu'il était jeune. Ce qui pourrait faire penser que oui, il y a une corrélation qui est en train de se faire. Étant donné que le grand nombre de personnes très réputées qui ont vu cet événement, il est inconcevable que davantage de photographies n'aient pas été prises. Bon, je vous rappelle qu'on est en 1960. On n'a pas tous un appareil photo sous la main et encore moins de smartphones. C'est peut-être un mystère aussi grand que l'OVNI lui-même, comme un événement dont des dizaines de personnes ont été témoins pendant plus de 2 heures. N'aurait pas abouti à beaucoup plus d'images capturées de l'engin. Ceci est particulièrement étrange
étant donné qu'un bon nombre des témoins étaient responsables de l'application des lois en patrouille. Bon, c'est pas parce qu'on est responsable qu'on a un appareil photo, hein. Cet auteur a des raisons de croire que de nombreuses photos d'OVNI de Wanake et peut-être des films ont été supprimés ou restent entre des mains privées et assez nerveuses encore à ce jour. Alors, c'est vrai que moi aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de, voilà, j'ai pas trouvé de documents médiatiques supplémentaires sur l'affaire Wanake. Bon, là vous pouvez voir justement la série de 5 photos prétendument prises à Wanake, qui a été publiée d'ailleurs dans le Dell's Flying Saucer UFO Report du 3 octobre 1967, ou le numéro 3 d'octobre 1967, je ne sais plus, tiens. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai pas d'autres infos. Voilà, médiatiquement, je vois pas d'autres publications. Donc, il y a certainement des choses qui ont été plus ou moins enterrées. Mais vous allez comprendre. Alors, Dell Publishing, à New York, un journal maintenant Batman Random House, a reçu une série de 5 photos en noir et blanc après l'événement de Wanake, de quelqu'un prétendant qu'il s'agissait de photos de l'engin et du faisceau vu là-bas, donc, et surtout vu du bas, hein. L'auteur n'a souhaité aucun accusé de réception et n'a demandé aucune compensation. On est dans quelque chose quand même quand on a une personne qui vous transmet des documents et qui ne demande aucune compensation. On a tendance à... Alors, on peut se dire on est dans la désinformation ou alors on est dans la vraie information qui ne demande et point final, quoi. Alors, j'ai perdu encore le fil. Donc, il n'a souhaité aucune compensation. Donc, le journal a publié les 3 photos et un très bref article dans sa publication d'octobre 67. Cité ce que je vous citais tout à l'heure, le numéro 3. Identifié par ailleurs de nombreuses sources comme étant le numéro 2, qui contenait un article plus long et d'autres photos sur janvier 1966, observation de Wanake. Mais pas les photos d'OVNI à faisceau lumineux. Et c'est là que c'est assez curieux. Alors, la photographie de l'OVNI et du faisceau présenté au début de cet article semble être peut-être une photo de cette série, mais non incluse dans l'article du journal Dell. Cependant, elle semble être très similaire à la 5e photo apparaissant dans l'article de Dell. Mais elle révèle également plus de vues et de détails, y compris une interaction entre l'eau et le bas du faisceau. Voilà. Alors, je ne suis pas au courant si l'emplacement des négatifs, s'il en existe encore, ni l'identité ou les photographes ont pris ces images intégrantes. Ah, ça, on peut se le demander. Bien que je ne puisse pas garantir leur authenticité, au moins un des témoins contactés a pensé qu'il y avait une bonne similitude avec ce qui avait été vu à Wanake. Il pourrait cependant s'agir de faux fabriqués après l'événement pour simuler tout simplement ce qu'il s'est passé à Wanake. Ou peut-être qu'ils sont dans un événement similaire. Voilà. Là, on est sur un événement qui veut dire que ce n'est pas le premier. Ou peut-être même encore, on est sur des images authentiques. Là, tout est permis, hein. Donc, ils ont été envoyés aux chercheurs privés August Robert et au journal Dell de manière anonyme. Le photographe voulait les faire sortir, mais craignait peut-être des représailles potentielles ou une attention indésirable. J'ai l'impression de localiser d'autres témoins connus pour voir s'ils corroborent les photos en tant qu'image possible de ce qui a été réellement vu à Wanake. Là, on commence à avoir une affaire assez compliquée. Bien évidemment, dans des affaires sérieuses, on a toujours des affaires compliquées. Au bout d'un moment, voilà, on perd le fil. Mais dans ces affaires-là, c'est très, très récurrent. Alors, là, on attaque la section les MIB, les Men in Black. Ils sont de retour, les Men in Black. Mais alors, qui sont-ils alors aujourd'hui, les Men in Black? Toujours la question. Mais on va en parler un petit peu. Cet auteur a appris que des inconnus se faisant passer pour des responsables militaires sont descendus sur Wanake dans la période qui a suivi l'observation pour intimider et dissuader de parler de l'OVNI. Et la source est le Pentagone américain lui-même.
trouvé enterré dans la publication de la défunte organisation civile de recherche sur les ovnis, APRO, bulletin de janvier-février 1967, est un détail de ces visites des MIB. Selon le colonel George P. Freeman, porte-parole du Pentagone pour le projet Blue Book, les hommes vêtus d'uniformes de l'armée de l'air et portant des lettres de créance d'agences gouvernementales ont fait taire des témoins. Nous avons vérifié un certain nombre de ces cas, a déclaré le colonel Freeman. Et ces hommes ne sont en aucun cas liés à l'armée de l'air. Il a cité un cas récent dans lequel les policiers et d'autres témoins, lors d'observations à Wanake, NJ, initial, auraient été rassemblés par un homme portant un uniforme de l'armée de l'air et aurait dit qu'il n'avait rien vu et ne devrait pas discuter de l'incident. Quoi qu'il en soit, il ne faisait pas partie de l'Air Force, a déclaré Freeman. Cela aide à expliquer le manque de détails ultérieurs ou l'enquête réelle et l'absence apparente de photographie de l'événement prise par ceux qui laisseraient leur nom être utilisé. Question. Alors, curieusement, la même chose se produit à 200 000 le même jour. Je vous laisserai faire le calcul de 200 000, quoique la distance n'est pas trop importante, mais 200 000, ça fait beaucoup. Selon une organisation civile de recherche sur les ovnis de 1966, le rapport NICAP de John Pagano, trouvé par cet auteur le 11 janvier 1966 à 19h45, le même jour et à la même heure que l'observation de Wanake. NJ, initial, une autre observation militaire avait eu lieu à Myerstown, Pennsylvanie, à environ 200 000 de Wanake. Une infirmière et une autre à une distance relativement proche, alors qu'il planait au-dessus de la voiture. Après environ 5 minutes, l'objet a soudainement accéléré et s'est éloigné. Le moment précis des deux observations en même temps, la luminosité de l'objet, le fait qu'il soit vu de près et en vol stationnaire, ainsi que sa brusque accélération de loin, rappellent étrangement l'affaire Wanake. Les observations continuent. Selon le numéro de novembre 1966 d'UFO Investigator de l'organisation de recherche civile NICAP, plus tard dans l'année, à Wanake, le 10 octobre 1966 à 21h15, des policiers ont observé un objet sphérique avec une saillie sur un côté, émettant une lumière étrange et extrêmement brillante. Lumière aveuglante qui éclairait le terrain. Illumination environnementale, l'OVNI a plané et s'est déplacé de manière erratique à des vitesses élevées, faisant des virages serrés et laissant une traînée brumeuse dans son sillage lorsqu'il se déplaçait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare d'avoir des traînées brumeuses sur les observations qui sont relayées aujourd'hui. Enfin, j'en connais très très peu, mais c'est vraiment très très rare. Ça fait encore partie de l'évolution des observations aujourd'hui. Même dans les décennies qui ont suivi, Wanake a eu d'autres anomalies aériennes similaires impliquant des objets très éclairés, dont une qui aurait été filmée en 1992. Alors, 1992, c'est loin, mais c'est pas très loin par rapport à 1960, la base de l'observation. Quoi qu'il en soit, il y a sûrement eu antérieures d'observations en 1960 qui n'ont jamais été relayées. C'est une très très forte probabilité. Le 15 octobre 1966, moins d'une semaine après la deuxième observation de Wanake, le chef de la police John Casaza de la réservoir Force a déclaré que lui et son ami Bob Dexter avaient été témoins d'un spectacle étrange dans les airs vers 10h40 du soir, derrière les collines sur les Zandigers. Selon une interview qu'il a menée avec le premier chercheur Lloyd Mylan, il a dit il avait la forme d'une éclipse, mais était plus plat en bas et plus arrondi en haut. Plus ou moins quand même la forme d'une soucoupe. Hein. Plat en bas, ovale allongé et plus arrondi en haut.
En longueur, il semblait 3 fois plus grand que la Lune. Bon, les rapprochements sont très... Voilà. Il a donné, éteint, à un moment donné, excusez-moi, je me relis même par moments, c'est très difficile. À un moment donné, il a éteint une sorte de lumière blanche. Lumière blanche, elle ne clignotait pas ou ne clignotait plus. Casaza dit l'engin est silencieux et se déplaçait lentement, puis très rapidement et hors de vue. Donc vous voyez, on est sur un objet, comme il l'a dit précédemment, avec des déplacements très sporadiques, hein. Voilà, on fait du surplace, on accélère soudainement et on disparaît d'un coup. Choses qui sont encore aujourd'hui observées. Mais aujourd'hui, un témoin parle. Alors aujourd'hui, on est encore dans les années antérieures à 1970. L'auteur a localisé et parlé avec un témoin de la première main de l'événement qui était un jeune homme de Wanake en 1966, qui avait été témoin et mentionné dans les nouvelles de l'époque, dans les nouvelles, dans les journaux de l'époque. Ce témoin ne souhaitant pas de perturbation ou de réimplication dans 4 décennies et demie. Donc 4 décennies et demie, ça fait quand même plus de 40 ans, hein, mais a accepté de parler sous couvert d'anonymat. Voilà ce qu'il dit. Petit extrait, hein. Je me souviens très bien de la chose. Je ne sais toujours pas ce que c'était. J'y pense de temps en temps. Mais ça ne sert à rien parce que ça ne me rapproche pas de savoir ce que c'était. Mot pour mot, c'est ce qu'il disait. Peut-être que les choses qui ne viennent pas d'ici ne sont pas censées être comprises par nous ici. Ça, j'avoue que aujourd'hui, pour des chercheurs en ufologie, scientifiques ou pas, des décennies après, la question est toujours la même. À quoi avons-nous affaire? Là, bon, moi je ne suis pas dans le dénouement, je suis là pour faire un rapport, je m'arrêterai là. Il a ajouté, demandez à quiconque vous dira que ce n'était pas un hélicoptère ou quelque chose d'astronomique. Ce n'était pas de notre armée ou quelque chose que nous avons mal identifié. C'était un ovni d'ailleurs. Objet volant non identifié. Les faisceaux ou les rayons qui sont sortis du bas du globe, vous voyez, on parle d'un globe là, hein. Enfin lui il parle du globe, le témoin. C'est ce qui m'a touché. Cela a fait que la lumière a coupé la glace. Cela nous a effrayés, et les enfants aussi, il y avait des enfants, hein. Et je suis sûr que les adultes aussi, parce que nous n'avons rien de tel, même aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'un laser qui coupe la glace, il doit y en avoir. Le problème, c'est sur quel... voilà, parce qu'un laser qui coupe la glace, il faut quand même un système derrière de production d'énergie énorme. Et bon, je m'arrêter là. Les adultes, alors je continue un petit peu le rapport de du témoin. Les adultes n'en ont pas vraiment parlé après la première chose que j'ai pu dire. J'en ai parlé avec mes amis quelques temps plus tard et l'un d'eux m'a dit que les gens venaient pour ne rien dire. Ah, là, ça commence à être... Il dit, sur la prétendue photo de l'OVNI et du faisceau de Wanake que j'ai envoyé par email au témoin, je ne suis pas à 100%. Je l'ai vu d'un point de vue différent et passe de si près ou avec un objectif d'appareil photo. Mais c'est très similaire à certains moments où je l'ai vu. Le faisceau ou le rayon énorme s'est un peu changé, ou du moins a un peu changé de forme, et le corps principal avait une brume. Alors, est-ce que la brume provient de l'extraction, parce que moi j'en suis toujours un petit peu là, hein, de l'extraction de la glace, voilà, qui se dégage en vapeur? Bon, toute hypothèse peut être formulée. Donc je continue. Le faisceau, donc, où le rayon était énorme, s'est un peu changé de forme et le corps principal avait une brume. Maintenant que vous l'avez mentionné, je me suis toujours demandé pourquoi aucun des adultes là-bas, comme la police, n'avait publié de photos. Ils ont dû le faire, ils ont dû en prendre. Et la police du réservoir avait des caméras. Ça a duré si longtemps, les gens auraient pu aller et venir en chercher un. C'est pour vous dire la durée, puisqu'on est sur quand même une observation à l'époque de plus de 2 heures. 2 heures, c'est énorme, sachant que les employés du réservoir, en fait, du barrage, avaient des systèmes de caméras.
Même si on n'était pas sur des appareils perfectionnés comme aujourd'hui, euh, on a des minimums de traces qui auraient dû être visibles, enfin, au niveau des pellicules de l'époque. Alors, là, on arrive sur la continuation de cette affaire. Bon, on va arriver à un dénouement à un moment donné. Enfin, un dénouement, on va arriver à la conclusion de l'affaire, puisque de toute façon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'autres informations. Si j'en ai, je continuerai à publier dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, j'ai rien d'autre. Alors, bien que l'armée américaine ait nié avoir eu connaissance de l'affaire de Wanake, ce qui est absolument pas étonnant, cela est directement contredit par le sergent Bobby Cordon de la police de Pompton Lakes, qui était un témoin oculaire. Voilà. Environ 15 minutes après l'événement principal et le départ de l'engin, a déclaré Gordon, Bobby, hein, donc le sergent, il a vu l'apparition soudaine et mystérieuse de 7 hélicoptères et d'une dizaine de jets à haute performance au-dessus du réservoir de Wanake. Je vous rappelle que dans les années 60, il y avait des jets à haute performance, il n'y en avait pas partout, hein. Il y en avait, bien sûr. Mais bon, à haute performance, bon, passons. Gordon pense que ces survols n'étaient pas une coïncidence avec les observations de l'étrange ovni. Gordon a déclaré qu'il n'avait pas signalé cela à l'Air Force, car il avait déclaré J'ai eu suffisamment d'aggravations dans mon travail pour que je n'ai pas à sortir pour l'obtenir. L'ufologue des années 1960, Lloyd Malone, a mené une enquête privée sur l'incident. Il a appelé un certain nombre de responsables pour voir s'ils revendiquaient le survol d'avions américains à la suite de l'observation de Wanake. La marine américaine, la FAA, la garde côtière américaine, la base aérienne de White-Patterson et d'autres bases aériennes ont toutes nié avoir eu connaissance de tels vols. Malone croyait que les militaires se sont empressés d'enquêter et d'en savoir évidemment plus sur l'engin qui n'était pas le leur. Et certaines personnes d'inclination sceptique ont proposé plusieurs réponses ou solutions mal conçues et de grande envergure à la véritable nature des observations de Wanake. Ce qui est bien évident, de toute façon, ça c'est quelque chose de très récurrent et ça fonctionne toujours. Bien que peu, voire aucun, ne proposant une explication de canular, certains ont dit que c'était un ballon. D'autres ont dit que c'était Vénus et Jupiter. Ça, c'est le Pentagone qui a proposé plus tard que ces planètes étaient alignées, créant un effet étrange. Bon, ok. D'autres ont dit hélicoptère ou autre aéronef. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait eu des hélicoptères et d'autres aéronefs, puisque ça a été stipulé par le sergent. Mais le problème, c'est à quel moment. Voilà. Mais ça a été. Voilà. On a, certaines personnes ont vu, alors, des gens ont vu en masse des hélicoptères et des aéronefs, bon, crachant des faisceaux. Incroyable. Il y a aussi la foudre en boule. Alors, la foudre en boule, c'est un phénomène étrange, mais bien connu aujourd'hui. Enfin, bien connu. Oui, on commence à le connaître. Même s'il y a, on va dire, certaines observations qui sont un petit peu perdues avec la foudre en boule. Mais c'est une hypothèse. Alors, ils disent, voilà, la foudre en boule a été proposée comme explication à Wanake lorsque la question a été posée à l'archisceptique qui se place par un chercheur. Le problème, c'est que la foudre en boule ne découpe pas la glace. Voilà. Et la foudre en boule, elle se déplace, évidemment, mais elle ne fait pas du surplace pour découper de la glace et extraire de la glace et de l'eau. Franchement, non, je n'ai pas entendu parler. Bon, enfin. Voilà, donc on arrive à des multitudes d'explications qui ont été données par des responsables plus ou moins responsables ou plus ou moins irresponsables, on va dire. Mais bon, il y a eu voilà, contre-attaque, comme tous les cas classiques d'ailleurs. Chaque témoin jamais contacté, d'ailleurs, n'est pas d'accord avec toutes ces explications. Et ça paraît évident. Tous disent qu'aucun ne rend compte en aucune façon de ce qui a été regardé de relativement près pendant longtemps. La foudre en boule qui se promène pendant 2h45, non, très rare. C'est impossible, 2h45, non. Bon.
Je continue. Ils étaient silencieux et aveuglants, faisant des manœuvres impossibles. Ou encore célestes, bien qu'il ait la taille de 10 étoiles, ni un éclair en boule. Il tirait de son faisceau lumineux, étrange, large et puissant. J'en dirai pas plus. Alors, on va arriver à la fin, plus ou moins à une conclusion de cette affaire. Ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. La vérité sur l'observation de masse de Wanake. Y a-t-il une vérité ou une contre-vérité ou y a-t-il tout simplement eu que des fausses informations? Enfin bon, je vais vous dire tout ça. Apprendre par rapport à son évolution d'aujourd'hui. Chacun le mettra à sa sauce. Nous avons appris beaucoup de choses sur Wanake. Une vérité est qu'il y avait très peu d'enquêtes significatives faites à l'époque sur cette rencontre aérienne étonnante. Le projet Blue Book, que tout le monde doit connaître de toute façon, et l'Air Force n'ont fait que du substantiel, voire absolument rien. L'armée ou les services de renseignement n'ont pas pris de contact avec les témoins pour mener des entretiens approfondis et effectuer des enquêtes sur place, du moins à notre connaissance. Personne n'a été officiellement dépêché pour évaluer techniquement l'impact du faisceau d'OVNI sur la glace. Alors, encore une fois, il faut comprendre que tout ça, c'est une expression, enfin, c'est une expression de la situation à l'époque. Mais personne ne sait réellement si quelqu'un est venu ou pas. Il est possible qu'il y ait eu beaucoup de personnes qui soient venues, justement, voilà, faire des relevés des tests et que personne n'en ait pris connaissance ou que personne ne les ait vus, tout simplement. C'est vraiment une force, très grande possibilité aussi, hein. Alors, personne n'a été officiellement dépêché donc, pour évaluer techniquement l'impact du faisceau ovni sur la glace. Ça, c'est ce que je vous disais. Aucun échantillon d'eau n'étant prélevé, aucun plongeur n'a été ordonné de descendre et aucun test de rayonnement n'a été effectué. Donc, rayonnement électromagnétique, rayonnement, mesure, avec un compteur GGR, voilà, ils nous disent que rien n'a été fait. En effet, les seules personnes qui semblaient intéressées étaient les médias, et seulement brièvement. Alors, évidemment, c'est le boulot d'un média que d'être présent sur des affaires extraordinaires. Ça n'a pas changé. Il s'agira en grande partie d'une couverture locale avec un suivi limité et aucun véritable reportage d'enquête indépendant. Bon, en 1960, on faisait déjà des films, bien évidemment. Maintenant, il n'y a pas eu de couverture. C'est vrai. Il a même eu une mention limitée dans la presse OVNI. Bon, pourquoi? MIB? On ne sait pas. L'autre vérité apprise est qu'un très grand nombre de personnes très crédibles ont rapporté des choses très identiques au même moment. Aucun d'entre eux n'a jamais gagné ou recherché une renommée ou une récompense pour avoir raconté d'ailleurs ce qu'il savait. Et ça, c'est important de le citer parce que c'est vrai qu'à notre époque d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes quand même qui cherchent avant tout la reconnaissance et surtout l'argent en rencontrant certaines choses. Voilà, mais bon, ça c'est notre époque. Ça fait partie de la côté obscur de l'évolution humaine. Et ce que l'on sait de l'autre, c'est que les photos qui ont dû être prises n'ont jamais été rendues publiques. Ceux qui peuvent avoir, comme le montre ici, n'ont malheureusement aucune provenance, donc pas de source. D'autres peuvent avoir été supprimés ou confisqués, ce qui me semble possible. La raison pour laquelle il en est ainsi et pourquoi même aujourd'hui beaucoup sont réticents à discuter de l'événement en détail et que certains membres de la communauté ont été intimidés par des autorités militaires réelles ou impostrices. Ah, impostrices. Bon, qui les ont avertis de ne pas dire grand-chose. Bon, ça rappelle d'autres affaires avant 1960 ou d'autres affaires after 1960. Enfin, nous apprenons que l'engin qui a visité et rapporté des rayons sur Wanak n'était pas militaire, ni aucun type d'engin fabriqué par des personnes, et non une aberration stellaire ou atmosphérique. Il planait et manœuvrait silencieusement à volonté selon un schéma délibéré. Ce qui ne veut pas dire qu'il était non intelligent, hein. Délibéré, on précise bien qu'on était sur une entité intelligente. Donc
Un contrôle intelligemment fait. Il aveuglait de ces intenses lumières blanches et colorées. C'était amorphe, passant vaguement d'une structure à un globe énergétique. Donc, on a quelque chose qui peut changer de forme, puisque c'est amorphe. Ça prend plusieurs formes. Ça, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, hein. Même peut-être plus encore aujourd'hui. Il projetait avec précision une forme d'énergie lumineuse inhabituelle capable de percer et de sculpter la glace hivernale. Ça, on le savait depuis le début. Mais bon, c'est bien de le repréciser. Il a ravi évidemment ceux qui l'ont vu, et puis est parti en un instant. Donc, hors de vue de tout le monde, mais cela marquera donc évidemment à jamais l'esprit de toutes les personnes qui ont vu cet appareil. Voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de Wanake. Donc, aujourd'hui, moi, j'en sais pas plus. Peut-être que vous avez d'autres informations à me communiquer. Je les accueille à bras ouverts. Mais c'est une affaire quand même qui est vraiment très importante, puisque bon, on a une multitude de témoins. Et aujourd'hui, on est sur des observations. On a quand même une impression, c'est qu'aujourd'hui, les observations sont de moins en moins de masse, voire totalement inexistence. Il y a eu quelques. Vous les verrez au fur et à mesure que je les publierai. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que les observations sont de plus en plus individuelles, voire même certaines personnes qui voient des choses et d'autres personnes qui sont présentes ne les voient pas. C'est pour vous dire si on arrive à avoir une évolution au niveau des observations d'OVNI, on arrive à avoir des observations ciblées. Mais voilà, bon, c'est toujours à prendre avec du recul par rapport à chaque témoignage et chaque rencontre avec les témoins. C'est des études qui sont différentes, mais voilà, on arrive à une évolution vraiment sur des décennies où les observations de masse sont, on va dire, quasiment disparues, hein, à part quelques-unes les plus connues, mais même des récentes, antérieures à juste 2000, à 2000. On en parlera d'ailleurs aussi. Mais on voit bien qu'il y a une évolution qui s'est faite dans ces observations. Et évidemment, il y a d'autres observations qui n'ont jamais été relayées parce que dossier closet. Mais bon, on en parlera aussi, hein, parce que aujourd'hui, j'ai pour but de ne pas cacher quoi que ce soit, hein. C'est un peu, voilà, il faut parler un petit peu de toutes ces choses qui, voilà, de toute manière, si vous êtes ici présent sur cette chaîne, c'est parce que vous avez un intéressement donc la situation aujourd'hui qui est la nôtre, c'est-à-dire être visité et survolé par des engins dont personne ne connaît la provenance. Certains la connaissent, bien évidemment. Je ne fais pas partie des gens qui vont dire qu'ils connaissent la provenance, et je ne fais pas partie des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas la provenance. Voilà, je reste très neutre, ça, c'est mon côté à moi. Mais les faits sont là, de toute manière, quoi qu'il en soit, ces affaires sont là et elles sont à prendre au sérieux. Même si elles ont des décennies, elles sont à prendre au sérieux parce que ça met en évidence qu'on n'a jamais été seul. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de remonter cette vidéo. Alors, les prochaines vidéos vont arriver assez rapidement, hein. Voilà, je vais essayer de tenir un rythme, on va dire, assez, on va dire une vidéo par semaine, ça serait pas mal. Vous me direz, vous, si personnellement vous souhaitez plus, mais une vidéo par semaine, c'est bien. Et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de lâcher un petit abo si ça vous plaît. Un petit like aussi, ça fait plaisir à tout le monde, y compris moi. Et on se retrouve très très bientôt sur Contact. Ciao ciao!